Salut les amis. Bon, alors je vais pas y aller, c'est écrit dessus, hein, comme dirait l'autre, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Euh, la, la vidéo d'hier soir est complètement pourrie. Donc un petit enregistrement un peu plus court, voire seulement du tiers de la durée de l'émission pour aller à l'essentiel et dire quand même ce que j'avais prévu de faire passer avec un petit peu plus de douceur. Donc, ce soir, je suis encore calé à l'heure d'hier, vous voyez. Donc, ce matin, je reprends le thème d'hier, le dragon d'Evgeny Schwartz et Bertolt Brecht. Je vous réécris à l'écran de quoi aller chercher avec la bonne orthographe leurs fiches Wikipédia et autres sources que vous aurez la volonté d'aller consulter. Je répète courtement qu'il s'agit de deux dramaturges, metteurs en scène, qui ont travaillé ensemble. Evgeny était russe, Berthold était allemand, et ils ont monté en 1944 une pièce ensemble qui s'appelait Le Dragon, d'après un texte d'Evgeny. Et il est assez surprenant du point de vue où nous nous trouvons aujourd'hui, sachant ce que l'on sait sur Brecht, que qu'il ait accepté de la monter. Mais bon, ils étaient collaborateurs, ils entretenaient des correspondances, etc. Peut-être même étaient-ils amis. Ce qui est certain, c'était qu'ils étaient camarades de lutte et qu'ils avaient les mêmes positions sur l'État totalitaire. Parce que le dragon parle de ça. Le dragon d'Evgeny Schwartz, c'est l'histoire médiévale de Lancelot, une histoire qui est reprise du Lancelot en prose du XIIe et du XIIIe siècle, comme je le disais hier soir, et qui raconte donc le sauvetage d'une jeune fille par Lancelot au début de la pièce et l'imbroglio dans lequel ça le jette à la suite, dans la mesure où le sacrifice de la jeune fille auprès du dragon local était entendu et attendu par l'ensemble des habitants de la vallée et notamment de son village d'origine. Euh, Comme on est dans du médiéval fantastique, c'est ça qui est étonnant, euh, parce que Brecht, c'est plutôt de toute sa vie, il est plutôt réaliste, il est plutôt dans le théâtre de la distance, il n'est pas là pour raconter des histoires, dans son esprit à lui, le théâtre doit absolument instruire, et le spectateur n'est pas là pour renoncer euh, à, son, à, à ses perceptions, comme dans le cadre de la suspension d'incrédulité, la suspension consentie d'incrédulité qui permet au spectateur de croire que ce qu'il est en train de regarder est vrai. Non, non, chez Brecht, il y a une attente qui est complètement le contraire, c'est-à-dire que il espère que le spectateur est parfaitement conscient de pourquoi il est venu la pièce, qu'il va bien saisir son objet et qu'il va repartir avec l'intention que ça le fasse réfléchir et pas juste le temps de l'avoir regardé, que ça le fasse réfléchir pour le reste de sa vie. Donc si Berthold accepte la pièce d'Evgeny, c'est parce que tout en étant dans le médiéval fantastique et dans le symbolisme, elle est particulièrement d'actualité. En 1944, elle est particulièrement d'actualité. En Allemagne, en 1944, elle est sévèrement d'actualité. Parce qu'une partie de la population accepte qu'une autre partie de la population soit sacrifiée à une doctrine qui aujourd'hui fait l'unanimité contre elle parmi les humanistes et parmi les démocraties. Enfin, on l'espère. Et pourquoi je veux en parler pendant une émission sur le jeu de rôle? Parce qu'en fait, la scénarisation de ces thèmes-là, c'est quelque chose d'encore rare, d'encore compliqué, à une table de jeu, d'avoir une mise en place qui ne rende pas systématiquement anecdotique ces questions-là, euh, c'est rare. Euh, et si je trouve que c'est rare, vous vous doutez bien que c'est parce que, en ce qui me concerne, dans ma façon de scénariser, ça n'est pas une rareté. Le paradigme ou le setting dans lequel
vous situez généralement vos scénarios, amis, camarades scénaristes, euh, la façon que vous avez de concevoir vos personnages, amis, camarades scénaristes, joueurs et maîtres de jeu, la façon dont nous mettons en marche la machine qui nous permet de raconter une histoire, euh, elle dépend d'abord de nous. Elle dépend de ce que nous avons envie de faire, comment nous avons l'habitude de nous amuser ensemble. C'est pour ça que tout le monde ne s'amuse pas avec tout le monde, c'est parce qu'on n'a pas tous la même façon de s'amuser. Ce qui est certain, c'est que ma façon de m'amuser s'approche beaucoup plus d'une théâtralité à la Brecht d'une théâtralité romantique. C'est-à-dire que je ne suis pas pour la, la suspension d'incrédulité. Moi-même, quand je joue un personnage, que ce soit à une table ou en grandeur nature, je prends mon pied à assumer la distance avec mon personnage, à l'interpréter pour de bon, à chercher à produire l'interprétation la plus intéressante possible pour les gens avec qui je suis en train de jouer. Mais l'enjeu n'est pas juste le plaisir. L'enjeu, c'est que cette distance au personnage me fasse réfléchir à qui je suis, quelles sont mes valeurs. Est-ce qu'il y a une partie du personnage en moi? Est-ce qu'il y a une partie de moi que je peux projeter dans le personnage? Voilà, je n'ai pas du tout envie, quand je me mets à une table, de me jouer moi. Je n'ai pas du tout envie de me lancer dans du pathos ou de l'émotion à plus savoir qu'en faire. J'ai une vie bien remplie à ce titre-là. Je suis très amoureux. Je suis papa de 2 enfants qui ont besoin de pas mal de présence. C'est pas le moment de raconter sa vie, mais le fait est que ma recherche personnelle va vers une forme assez intellectuelle de l'interprétation du personnage, une forme de performance sur ce que je peux transmettre avec mon personnage, et pas une forme de performance quant à l'émotion qui pourrait se lire sur moi pendant que je l'interprète. Donc c'est tout l'enjeu brechtien d'un personnage qui est un outil de transmission, qui est un outil de réflexion, un outil mis à disposition de l'autre. Parce que bon, comme on le dit ces temps-ci, pour se rassurer, prendre soin des autres, c'est la meilleure façon de prendre soin de soi-même. Je pense que c'est assez vrai. Je pense que l'humanisme ne peut pas être égocentré, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. S'il est égocentré, c'est qu'il est une justification, souvent bourgeoise, d'un point de vue doctrinal, pas d'un point de vue financier, d'un point de vue doctrinal. Donc, justement, pour parler de la doctrine, pour en venir à comment on scénarise le dragon d'Evgeny, parce que le dragon d'Evgeny, il a 3 têtes. Il a 3 têtes que Lancelot, on s'en doute, va couper au fur et à mesure que le temps passe. Ah, j'ai un petit lutin qui me rejoint. Il faut que tu me laisses finir ma vidéo, mon chéri. Non. Ah, je n'ai pas le droit de terminer. Je reviens. À tout à l'heure.